puisque Muriel Matonnet de Limoges va nous parler de l'hyperparathyroïdie primaire en ambulatoire. Vous voyez que l'ambulatoire est un sujet d'actualité quand même. Monsieur le Président, Monsieur Ménégo, Messieurs, hyperparathyroïdie primaire et ambulatoire. Si l'on considère l'hyperparathyroïdie primaire sporadique, donc d'emblée, bien sûr, j'élimine toutes les formes génétiques, c'est une maladie avant tout du sujet âgé, puisque l'âge médian de survenue est de 65 ans, qui est dans la très grande majorité des cas, plus de 85% en rapport avec un adénome unique. Et depuis les travaux d'Éric Méraillé, Claire Blanchard, donc, qui vont être prochainement publiés, mais il y a eu déjà pas mal de communication orale, on sait que la qualité de vie, même chez le sujet âgé, va être améliorée par la résection de l'adénome responsable de cette hyperparathyroïdie primaire. La chirurgie ambulatoire, de son côté, a une réelle valeur ajoutée. Et je ne reprendrai pas, bien sûr, le Figaro, qui est sorti, je crois, la semaine dernière, concernant le rapport de l'IGAS, sur la chirurgie ambulatoire, où il paraît qu'on doit partir sur au moins 50% de chirurgie ambulatoire, toute chirurgie confondue, mais il est partout souligné que le fait d'organiser le parcours du patient en ambulatoire, et là on parle de parcours, on diminue le risque d'infection nosocomiale, on va améliorer la prise en charge globale du patient, le patient devient acteur de sa maladie, et bien sûr, on diminue les coûts. Alors, pratiquant depuis presque une dizaine d'années les parathyroïdectomies en ambulatoire, le but de ce travail a été d'évaluer les résultats de ces exérèses pratiquées en ambulatoire et sous anesthésie locale. Tous les patients sont colligés au sein d'un registre, ils sont donc colligés de façon prospective, et j'ai repris, à partir de ce registre, les patients que j'avais opérés d'hyperparathyroïdie sporadique. La période d'analyse s'étend de 2003 à 2012, avec une date de point qui a été faite en novembre 2014, afin d'assurer un minimum de 2 ans de recul par rapport à l'acte chirurgical. L'indication d'abord focalisée a été posée chaque fois sur un diagnostic prouvé d'hyperparathyroïdie primaire, et le diagnostic d'hyperparathyroïdie primaire, c'est un diagnostic biologique, une calcémie inadaptée au taux de parathormone, et d'abord focalisé, l'indication a été posée sur le caractère unique à l'imagerie. Et l'imagerie, c'est donc une échographie cervicale et ou une scintigraphie iode MIBI avec des images de soustraction. Les patients, lorsqu'ils sont opérés en ambulatoire, entrent dans le cadre d'un parcours ambulatoire et sont tous hospitalisés dans une unité dédiée à l'ambulatoire. Dans l'étape 1, donc c'est une étape et un parcours tout à fait classique, comme on le retrouve, l'étape 1 préhospitalier. Donc il y a une programmation, l'information du patient. Une petite chose qui a disparu en dessous, c'est l'appel de la veille. Donc les patients sont appelés par l'infirmière du plateau de chirurgie ambulatoire, la veille ou l'avant-veille s'il y a un week-end, de façon à bien s'assurer s'ils ont arrêté les bons médicaments, qu'ils viennent, etc. L'étape 2, c'est l'étape hospitalière. Ils arrivent à 7h30, donc il y a une vérification classique. Dès leur arrivée, ils ne sont pas à jeun, ils ont pris un petit café ou un petit jus d'orange. Ils bénéficient d'un premier bilan qui sera appelé le T0, on va le retrouver après. Ils sont transférés au bloc dans la matinée. Il y a un bloc réservé aux anesthésies locales, ce qui permet de faire entre 2 programmes d'anesthésie générale, donc les blocs d'anesthésie locale, de toujours les faire le matin. Le courrier, le compte-rendu est fait au décours immédiat
de l'intervention. Les patients sont réalimentés à plus 2 heures, déperfusés à plus 4 heures. Ils sortent à partir de plus 4 heures et ils bénéficient tous de bilans de PTH péropératoire. Sortie donc le soir même, voire l'après-midi, et le lendemain, ils sont systématiquement appelés par les infirmières du plateau dédié. Le travail a consisté donc en 3 étapes d'évaluation. La première étape, ça a été l'évaluation des résultats de la prise en charge de l'hyperparathyroïdie. Et ces résultats, c'est avant tout quelle a été l'évolution du bilan phosphocalcique. Donc en gris, c'est le diagnostic et les dosages de PTH péropératoire, T0, T plus 20 après l'ablation de l'adénome, T plus 60, 1 heure après, puis des bilans standards, phosphocalcique, J1, J8, 3 mois, 1 an. Tous les patients sont revus à 1 an, et puis la date de point qui a été avant tout téléphonique en novembre 2014. A été définie comme une hyperparathyroïdie persistante, un delta, c'est-à-dire un différentiel de PTH T0 sur T20 inférieur à 50%, ou un rapport calcium-phosphore en post-opératoire inadapté jusqu'à 6 mois, et l'hyperparathyroïdie récidivante a été définie comme un rapport calcium-PTH inadapté au-delà du 6e mois. La deuxième évaluation était l'évaluation des résultats de la prise en charge en ambulatoire, et là très simple, j'ai repris simplement ce qui est préconisé, le taux de déprogrammation, le taux de patients admis en hospitalisation des cours de l'ambulatoire, et puis le taux de réadmission, et enfin il a été pratiqué grâce à l'aide du DIM une évaluation médico-économique. Donc au niveau de la cohorte, 2003-2013 sur 10 ans, 418 hyperparathyroïdies primaires opérées, 289 que l'on ne va pas considérer pour cette étude, c'était de l'anesthésie générale, 129 en ambulatoire et sous anesthésie locale, et cela représente donc 31% de la cohorte tout à fait classique, 82% de femmes, un âge médian de 72 ans, et à noter qu'il y a quand même 28 patients qui étaient classés ASA 3. En ce qui concerne les paramètres, tous les patients donc, ont bénéficié bien sûr d'un bilan préopératoire, et vous voyez les taux moyens, médians plutôt, pas moyens, médians, de calcémie, phosphorémie et PTH. Donc calcémie 2,82, parathormonémie 93 picomol par millilitre. Il y avait 50% des patients qui avaient une hypovitaminose D, et vous savez que ça majore le risque d'hyperparathyroïdie primaire, donc inférieur à 20, ils étaient tous compensés au préopératoire. En ce qui concerne l'imagerie, tous les patients ont bénéficié d'échographie et de scintigraphie iode-MIBI. Donc 80% des patients avaient une échographie et une scintigraphie concordante, positive dans les 2 cas, et 20% avaient une échographie négative ou peu contributive et une scintigraphie positive. Compte tenu de la bonne positivité de la scintigraphie, ce sont quand même des patients pour lesquels j'ai posé l'indication d'abord focalisée sous anesthésie locale. À noter que quand la scintigraphie était négative, peut-être est-ce une confiance excessive dans mon nucléariste, je n'ai jamais opéré des patients avec scintigraphie négative. À l'abord focaliser les résultats, pas de complications dans 99,2% des cas, pas de mortalité, une seule morbidité, ça a été une bradycardie sévère qui a d'ailleurs imposé l'arrêt de toute procédure, ça a été récupéré très facilement, bradycardie qui est survenue simplement lors de la confection du bloc. Échec, 4 échecs, ce qui représente 3,1%, 2 en raison d'un goître volumineux, un sur un coup un peu court et un autre sur une simple agitation. En ce qui concerne les résultats de l'hyperparathyroïdie primaire, si on considère les résultats à court terme, c'est-à-dire simplement le delta PTH, si le delta, le différentiel de la PTH péropératoire T0, T20 est supérieur à 50%, sont des patients que l'on peut considérer quasi comme guéris. Donc vous voyez qu'il y a 116 patients pour lesquels ce but était atteint. Chez 12 patients, ce delta restait inférieur à 50%, et en effet, ce delta inférieur à 50%, 4 fois était en rapport avec un échec de l'abord focalisé. Ils ont été repris sous anesthésie générale et l'adénome
adénome a été retrouvé. Il s'est normalisé tout de même un petit peu à distance de l'intervention dans 6 cas, dans tous les cas dans le mois qui a suivi. Et puis, il y a eu dans 2 cas, malgré la résection d'un adénome, une non-normalisation de la PTH qui a nécessité là aussi une réintervention pour résection d'un second adénome. Donc c'était un double adénome qui n'avait pas été vu par la scintigraphie. Si on considère le taux de PTH persistante, c'est-à-dire jusqu'à 6e mois, il y en avait 7, soit 5,4%, en rapport 6 fois avec un échec d'abord focalisé, une seule fois avec un échec d'AL. Enfin, 6 patients ont récidivé, et vous voyez qu'il y a eu un seul patient qui a récidivé au cours de la première année, 2 au cours de 2 ans, et qu'il y en a quand même 2 qui ont récidivé au-delà de 3 ans et même à 4 ans. 2 patients ont refusé une reprise. Si l'on considère en fonction de la date de point, donc au total, on a eu tout de même 19 perdus de vue, 14,7%, 10 patients décédés, d'autres causes, et 100 patients qui ont été revus, qui ont pu être contactés, ce qui nous donne un taux de guérison à 98%. Si on se place sur une borne basse, ça nous fait un taux de guérison à 85%. En ce qui concerne la prise en charge en ambulatoire, le succès était de 95%, pas de déprogrammation, pas de réhospitalisation, seulement 6 hospitalisations pour des conversions, et vous voyez les raisons de la conversion, un delta PTH inférieur à 25%, agitation ou bradycardie. Enfin, notre 3e volet d'évaluation, c'était l'évaluation médico-économique, et là j'ai demandé simplement à mon DIM de considérer le KDF FA002, ce qui correspond au code CCAM parathyroïdectomie unique sans exploration des autres sites parathyroïdiens, et répond donc parfaitement à l'abord focalisé. Si l'on regarde le GHM 10C051 avec une valorisation de type niveau 1, on voit que l'hôpital gagne 3 138,17 €. Maintenant, quel est le coût de la chirurgie ambulatoire anesthésie locale versus l'AG en hospitalisation? Donc j'ai pris carrément les 2 extrêmes. Finalement, l'anesthésie locale en ambulatoire ne va coûter pour l'hôpital que du personnel. Donc 198,90 € de personnel, en plus bien sûr de la petite hospitalisation de quelques heures, 2014,90 €, versus si on fait cette même chirurgie sous anesthésie générale, eh bien on va rajouter la salle de réveil, on va rajouter l'entretien de l'AG, on va rajouter le personnel. Donc on a un surcoût de 1581,47 €. Alors est-ce que l'abord focalisé sous anesthésie locale est le gold standard? Alors si on regarde le papier du Delsman, c'est un papier donc qui a été publié en 2011, papier de revue, 28 études, une étude prospective, 4 études prospectives randomisées, comparant l'abord focalisé versus la cervicotomie avec abord bilatéral. Eh bien, on a envie de dire oui, l'abord focalisé est devenu la procédure de choix pour traiter les hyperparathyroïdies primaires sporadiques, et ce dans les centres spécialisés. On a un taux de succès, les chiffres que je vous rapporte, ce sont les chiffres de ces 4 études randomisées. Taux de succès quasi 97%, un abord bilatéral versus focalisé, donc qui est donc bien supérieur. Et l'avantage, c'est avant tout douleur et la durée opératoire. Gold standard, oui, peut-être parce que finalement, suite à cette revue, Delsman s'est dit, je vais regarder un petit peu ce que je fais. Donc, quelques mois plus tard, il a publié sa propre série, donc c'est Annals of Surgery de 2011, où il a comparé 1037 patients opérés en abord focal sous anesthésie locale versus 613 en bilatéral. Et là, qu'est-ce qu'il trouve? Finalement, un taux de guérison presque supérieur en abord focalisé, une morbidité beaucoup plus basse, et je n'ai considéré que les 3 principales morbidités que l'on craint après cervicotomie, récurrentielle, lésion récurrentielle, hypocalcémie, et puis au maximum trachéostomie, je l'ai mis puisqu'il en a fait quand même quelques-uns, et il conclut que l'abord focalisé des anesthésies locales est quand même une technique bien supérieure qui peut être donc proposée à tous les patients. Oui, d'accord. Mais réponse de Norman, et là nous sommes en 2012. Norman dit, l'abord focalisé doit être abandonné. Et il a repris ces 15 000 parathyroïdectomies, doit être abandonné parce que plus on regarde les patients dans le temps, plus on a de recul par rapport à l'acte chirurgical, plus on se rend compte que ceux qui ont eu un abord focalisé unilatéral sous anesthésie locale ou pas, eh bien, ils vont récidiver. Ils vont récidiver surtout d'ailleurs au cours des 5 premières années, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, plus on fait
d'abord bilatéraux, plus on va vite, et puis on a le temps opératoire finalement qui est similaire, que l'on fasse de l'abord focalisé ou de l'abord bilatéral. Et que plus on va regarder les coûts, et plus on va trouver de glandes parathyroïdiennes pathologiques. Une glande, 2 glandes, 3 glandes. Vous voyez que sur l'abord bilatéral, eh ben, ils trouvent jusqu'à 5% de glandes pathologiques à retirer. Évidemment, on n'en trouve aucune dans ce cas-là sur les abords locaux. Et il conclut eh bien, qu'il faut abandonner. Il faut abandonner l'abord focalisé parce qu'il y a trop de récidives. Tollé, bien sûr, dans la littérature, et là, il y a un déferlement de papiers, je n'en ai cité que quelques-uns. Mais en tout cas, l'ambulatoire, qui lui existe depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans, ont été rappelés très vite les pionniers, et bien là, on ne l'a pas tellement remis en cause. Alors, en conclusion, que dire au terme de cette analyse, peut-être un peu trop rapide, c'est que parathyroïdectomie sous AL focalisée, c'est faisable. L'ambulatoire, c'est faisable, c'est possible. Et je pense qu'on peut le faire sans risque, puisqu'on peut contrôler la fonction récurrentielle, le patient parle. On a un risque d'hématome compressif nul, un risque d'hypocalcémie nul, pas de limite d'âge, pas de limite de classe ASA, mais ça impose tout de même un suivi prolongé au-delà de 5 ans. Je vous remercie. Merci beaucoup Muriel. Donc je fais appel à Jean-Louis Krems pour débuter la discussion. Merci Muriel, faire partager ton expérience. Effectivement, je suis assez d'accord, donc je pense que cet abord focalisé, quand les conditions sont remplies, et on a bien noté que ça représentait que 30% quand même des malades, était tout à fait adapté. Le risque, c'est vrai, d'hématome est vraiment, alors je ne sais pas si on peut dire zéro, mais sur un abord focalisé, ça me paraît, en tout cas, même s'il y a un hématome, il n'aura certainement pas les conséquences d'un hématome sur une loge thyroïdienne, par exemple. Et sera certainement beaucoup moins compressif. Et en plus, ce n'est pas les mêmes vaisseaux, effectivement, qui peuvent saigner. Donc, je pense qu'on peut retenir ça. Tu as été très modéré dans ton discours, et ça aussi, c'est intéressant. Et donc, je crois qu'il faut tenir compte de beaucoup de choses. Chaque cas est particulier. Cette chirurgie est possible, mais il faut encore bien trier les malades. Et je rappellerai que dans la série de la Mayo Clinic, sur leurs 12 000 patients, ils incluaient les parathyroïdes et les thyroïdes. Et donc, il y a des hématomes compressifs qui nécessitent une reprise de la chirurgie parathyroïdienne, mais en regardant de plus près, c'est effectivement des explorations de la loge et non pas un abord focalisé. Donc, je crois qu'on peut retenir la possibilité, effectivement, de l'ambulatoire dans ces abords focalisés, et à l'inverse, peut-être pas dans les abords, je dirais, plus étendus. Et donc, il faut rappeler que c'est aussi une complication très rare, 1% dans la chirurgie tout venant, et que donc il faut un très grand nombre de malades pour pouvoir évaluer vraiment s'il y a un intérêt ou non à faire une ou l'autre technique. Merci encore. Merci. Y a-t-il des questions ou des commentaires dans la salle ? Si, je vois 289 patients qui ont eu une anesthésie générale. Alors j'avais une double question. Première question, pouvez-vous nous expliquer pourquoi finalement autant de patients n'ont pas bénéficié d'un abord sous anesthésie locale? Et puis deuxièmement, est-ce que finalement cette anesthésie générale était un obstacle à l'ambulatoire? Alors en ce qui concerne, oui, je n'ai pas parlé de la cohorte anesthésie générale, et pour cause, puisque j'ai dit que je ne la retenais pas pour l'étude. Anesthésie générale, dans 90% des cas, c'était pour une pathologie thyroïdienne associée, donc pas d'ambulatoire. Dans les autres cas, les quelques cas qui restent, c'est les patients qui ont refusé, qui étaient donc très peureux sous l'anesthésie locale, j'en ai quand même quelques-uns, et d'autres pour lesquels l'échographie montrait plus que la scintigraphie, et là je suis toujours un petit peu méfiante. Enfin, chez les patients qui sont jeunes, inférieurs à 45 ans, surtout s'il y a le moindre doute, on sait qu'il faut faire une recherche de pathologie génétique, je préfère faire un abord bilatéral. Un commentaire de M. Chapuis ? Je ne ferai qu'un commentaire pour rappeler aux plus jeunes que, si j'ai bonne mémoire, nous avions eu ici même, il y a une quinzaine d'années, un fort débat sur le bien fondé de l'abord unilatéral,
et que à l'époque, mon très cher ami Charles Proy était resté un ferme partisan de la chirurgie traditionnelle, et que un certain nombre de résultats que nous avions apportés lui ont fait dire quelques mois plus tard qu'effectivement c'était une voie intéressante à bien retenir. Mais ce que je voudrais surtout dire aussi, c'est que sans une bonne échographie, car on oublie l'importance de l'imagerie dans le dépistage, la localisation. Et deuxièmement, la nécessité, pour ce qui était en tout cas notre expérience, qui était, bon, je ne sais plus combien en est Jean-Philippe Benichon à l'heure actuelle, puisqu'il a continué, le dosage péropératoire de la PTH, qui est quand même un élément qui permet, en fin de journée, au moment de laisser sortir le malade, de pouvoir être certain qu'on a une forte chance, il y a peut-être des récidives, mais d'avoir guéri le malade. Voilà tout ce que je voulais dire. Merci. Pour commenter davantage. On va laisser la parole à Philippe Benichon. Merci Muriel de ton très bel exposé. Moi, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire, sinon pour dire, ce n'est pas facile la chirurgie ambulatoire en milieu hospitalier, parce qu'il y a quand même un certain nombre de freins. Alors à titre anecdotique, je voudrais rappeler comment ça s'est passé à Cochin, parce que ça a été un peu le résultat d'une nécessité. En 2002 ou 2003 sont apparues les 35 heures. Et évidemment, quand vous êtes dans un hôpital et que vous faites de la chirurgie thyroïdienne ou parathyroïdienne, et qu'en même temps on fait du cancer du côlon ou du cancer du rectum ou du pancréas, quand il y a un afflux de malades, on vous dit, ben attendez, madame a 65 ans, elle a une hyperparathyroïdie primaire, elle pourra bien attendre la semaine prochaine. Donc on était en permanence confronté à un report de malades régulier. Et les 35 heures ont aggravé la situation, parce que 39 moins 35, ça fait 4 heures, il fallait bien faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'est apparu à l'hôpital Cochin, il y a presque une quinzaine d'années, puisque les 35 heures, ça fait presque une quinzaine d'années, la chirurgie ambulatoire. Alors, c'était à l'époque une chirurgie sauvage, puisque évidemment le coût pour l'hôpital était pratiquement nul, puisqu'une seule journée d'hospitalisation n'était pas comptabilisée. Et puis moi je dois dire que ensuite, quand je suis passé à l'ancien hôpital de la Croix-Rouge, ça a été plus facile parce qu'il y avait vraiment une structure organisée. Et maintenant, Muriel, on en est arrivé où un certain nombre de patients, même sous anesthésie générale, quand c'est de la chirurgie parathyroïdienne simple, sont hospitalisés en ambulatoire. Alors est-ce que tu penses que cette évolution va te toucher également et qu'elle sera dans l'avenir, peut-être les indications seront peut-être élargies? Chirurgie ambulatoire, anesthésie générale, si j'ai bien compris la question. Oui, c'est tout à fait faisable, chirurgie ambulatoire, anesthésie générale, en se rappelant les limites par rapport à la cervicotomie pour thyroïdectomie. La quasi-totalité des patients pour lesquels je pose l'indication de l'anesthésie générale et qui ont une hyperparathyroïdie primaire, c'est parce que je vais faire un geste thyroïdien. Donc, je ne pose pas l'indication d'ambulatoire. Ensuite, le fait d'avoir une structure dédiée, avec un parcours parfaitement organisé, et un bloc dédié aux anesthésies locales, permet de ne pas du tout toucher au programme d'anesthésie générale et au programme lourd. Et moi, je fais régulièrement ces anesthésies locales entre deux patients lourds, puisque je fais aussi de la chirurgie digestive lourde. Merci. Donc, écoutez, merci beaucoup. Donc, on voit que la chirurgie ambulatoire est faisable pour finalement l'hyperparathyroïdie.